Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne qui rassemble, c'est l'heure de votre journal. La situation de l'audiovisuel a remarquablement évolué en Côte d'Ivoire avec un paysage audiovisuel riche et diversifié sur lequel porte la régulation de l'AAK. Ainsi parle le président de l'AAK, René Bourgoin. C'était hier au palais de la présidence de la République à l'occasion de la remise du rapport d'activité 2022 de l'organe qu'il dirige au vice-président. Le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire va injecter environ 162 milliards de francs CFA dans le développement de la Côte d'Ivoire dans le cadre du partenariat sur les ODD. Décision prise mercredi dernier par les deux parties, conduites respectivement par le représentant résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire et la ministre du Plan et du Développement. Au Sénégal, après la condamnation pour corruption de la jeunesse à 2 années d'enfermement de l'opposant Ousmane Sonko, par ailleurs candidat à la présidentielle de 2024, la colère était presque partout dans le pays. Des violences avec les forces de l'ordre ont éclaté dans plusieurs villes, faisant 9 morts selon le ministre de l'Intérieur. Je vous le disais au sommaire, hier au palais de la présidence de la République, le vice-président Tiemoko Meliakone a reçu au nom du chef de l'État le rapport d'activité 2022 de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Le document s'articule autour de 11 principaux points, notamment le nouveau cadre légal de la régulation et ses implications et la présentation du paysage audiovisuel. Retour sur cette cérémonie de remise de rapport avec Jérôme Kofi Abola. Le rapport d'activité de la ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, au titre de l'année 2022, sous toutes ses facettes. Document présenté ce jeudi 1er juin 2023 au vice-président de la République Tiemoko Meliakone. En tant que tutelle, c'est au ministre de la Communication et de l'Économie numérique qu'est revenu le privilège d'éclairer sur le sens de la cérémonie de remise. La cérémonie de remise de rapport d'activité s'inscrit dans une tradition républicaine qui veut que certaines institutions et autorités administratives indépendantes présentent un rapport annuel à Monsieur le Président de la République. La ACA, selon les dispositions de l'article 34 de la loi 2017-868 du 27 décembre 2017, portant régime juridique de la communication audiovisuelle, tel que récemment modifié le 20 décembre 2022, bénéficie de ce privilège. Il y a donc un véritable changement de paradigme à opérer. Dans ces conditions, l'habilité du régulateur, qui nous plaît de qualifier de juge de paix, prend tout son sens dans un écosystème dont les frontières deviennent de plus en plus indéfinies quand elles ne disparaissent pas complètement en rajoutant à la complexité de la tâche. Le rapport d'activité 2022 de la ACA, ici présenté, s'articule autour de 11 points. Bien que tous ces 11 points revêtent une importance certaine, il nous paraît opportun, Excellence Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs, de n'en évoquer ici que 6, à savoir le nouveau cadre légal de régulation et ses implications, la présentation du paysage audiovisuel, les saisines et autosaisines, la gestion de la bande FM, le contrôle du pluralisme, les relations de collaboration et de coopération. Dans son approche de la régulation, l'AACA met l'accent principalement sur l'encadrement et la sensibilisation des opérateurs audiovisuels. Il s'agit pour nous d'accompagner les opérateurs audiovisuels dans la mise en œuvre de leurs obligations, les sanctions n'intervenant qu'en cas d'absolue nécessité. Au regard de ces données, nous pouvons affirmer que des efforts considérables ont été faits au cours de l'année 2022 par les médias audiovisuels en vue du respect de leur cahier des charges. Le vice-président de la République, Tiemoko Meliakone, tout en saluant le document fourni par la ACA, se dit convaincu que les réflexions permettront de garantir la liberté pour tous. Le secteur de la communication audiovisuelle dont vous avez en charge la régulation est par essence et par définition celui qui garantit et organise la liberté d'expression, principe si cher à notre pays
et particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara. Et je voudrais indiquer que il y a de cela 3 décennies, alors qu'il était encore Premier ministre de feu, le président Houphouët-Boigny, il a fortement contribué à l'avènement en Côte d'Ivoire d'une presse écrite et audiovisuelle libre et plurielle. Cette importante contribution avait d'ailleurs conduit certains acteurs de ce secteur à parler à ce moment-là du printemps de la presse ivoirienne. Après son accession à la magistrature suprême de notre pays et sous son leadership, cette libéralisation s'est poursuivie dans le domaine de la télévision. C'est sous cette impulsion que pour la première fois en Côte d'Ivoire, 4 chaînes de télévision privées commerciales peuvent désormais émettre aux côtés de celles du service public. L'ensemble de ces chaînes nationales, autorisées et encadrées par la ACA, constitue une fierté pour tous, par la qualité et la diversité de leur contenu, qui participent au rayonnement de la Côte d'Ivoire, tant au plan national qu'international. La présentation qui a été faite par M. le Président de l'ACA montre que notre pays dispose d'un nouveau paysage audiovisuel riche et diversifié, qui contribue fortement à attirer un public, des partenaires et des téléspectateurs de plus en plus exigeants. Et le vice-président de conclure en indiquant que la ACA saura relever les défis comme elle l'a toujours fait, en garantissant l'accès équitable des candidats aux antennes des médias audiovisuels lors des élections municipales et régionales prévues le 2 septembre 2023. Un reportage signé Jérôme Kofi Abola et Adama Sangaré. La haute autorité de la communication audiovisuelle a aussi un droit de regard sur les contenus numériques. L'instance sensibilise d'ailleurs les producteurs de ces contenus sur la loi qui encadre le secteur. D'où cette invitation au procureur de la République au tribunal de première instance d'Abidjan pour dire une conférence sur les limites à observer sur les réseaux sociaux. Didier Nguessan y était pour RTI. La diffusion de contenus audiovisuels en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, est souvent sujette à des dérives de toute nature. Le régulateur, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, instruit les blogueurs, activistes, influenceurs et journalistes numériques sur leur rôle et leurs responsabilités telles que régies par la loi numéro 2022-979 du 20 décembre 2022. Il est de bonne loi que cette haute autorité qui est en charge de la régulation de tout ce qui est contenu audiovisuel en ligne puisse réunir tous les acteurs pour essayer de sensibiliser, d'expliquer cette nouvelle loi. La ACA entend prévenir les contenus inappropriés, les fake news, les discours de haine, les diffamations pouvant même porter atteinte à la démocratie. Tout acte infractionnel sera puni. C'est quoi la responsabilité pénale? C'est l'obligation légale de répondre de ces actes infractionnels en subissant la rigueur de la loi pénale. Elle peut être une peine d'emprisonnement, comme elle peut être une peine d'amende. Donc, quand c'est l'emprisonnement, on est bien d'accord que la personne perd sa liberté. Quand c'est une peine d'amende, on frappe plutôt au portefeuille. À l'issue de cette rencontre, il est prévu l'adoption d'une charte des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Le numérique et les réseaux sociaux ne constituent pas un espace de non-droit et la future charte en devra renforcer son usage à bon escient.
En Côte d'Ivoire, les véhicules et autres engins roulants afficheront très prochainement une nouvelle plaque d'immatriculation. Sa mise en service officielle s'est faite hier, 1er juin, par le ministre des Transports Amadou Koné. C'est une plaque qui répond aux tests et exigences que sont, entre autres, les résistances au choc, à la corrosion et aux intempéries. Le reportage de Khalil Diomandé, commenté par Sephora Zegui. 2 lettres, 3 chiffres, 2 lettres et un code QR. Ce sont là les caractéristiques des nouvelles plaques d'immatriculation qui seront désormais apposées sur les véhicules en Côte d'Ivoire. La pose symbolique est faite sur l'un des autobus de la SOTRA par le ministre des Transports. Amadou Koné précise que la venue de ces nouvelles plaques n'a aucune incidence sur le prix de vente et la validité des plaques d'immatriculation actuelles qui seront appelées à disparaître progressivement en cas de détérioration. En adoptant ce nouveau système d'immatriculation, l'État ivoirien veut se conformer aux standards internationaux et surtout juguler certains problèmes. Ce nouveau système vient résoudre la question des fausses plaques d'immatriculation en circulation, et elles sont nombreuses malheureusement, de doublons en ce qui concerne les numéros d'immatriculation, mais également de faire en sorte que soit attribué un numéro à un seul véhicule ayant un seul propriétaire. Dans cette réforme, ce qui apporte le plus de réconfort aux transporteurs, c'est l'instauration d'une plaque spécialement dédiée aux véhicules de transport de passagers et de marchandises. Elle se distingue de celle des voitures personnelles par un éléphant de couleur rouge. Il faut différencier les choses, parce qu'il y en a qui prennent les véhicules du personnel pour faire du transport. Donc, on ne sait pas qui fait du transport, qui ne fait pas du transport. Voilà pourquoi nous soutenons le ministre pour cette réforme. Nous pensons qu'avec la mise en route de cette opération, les plaques seront délivrées très rapidement, elles seront solides, elles seront infalsifiables et elles permettront véritablement de sécuriser et le matériel du transporteur et donc la population qui est transportée. La digitalisation est aussi l'une des innovations majeures du nouveau système, optimisant ainsi la gestion des plaques d'immatriculation et le suivi en temps réel des véhicules. Avec tous les documents requis, le ministre de tutelle indique que la plaque d'immatriculation est désormais délivrée dans un délai maximal de 48 heures. 250 millions de dollars US, soit plus de 162 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe additionnelle que le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire va injecter prochainement dans le pays dans le cadre du partenariat sur les ODD, les objectifs du développement durable. L'annonce a été faite cette semaine à l'issue de la 3e réunion du comité directeur conjoint pour évaluer le cadre de coopération pour le développement durable 2021-2025. On va suivre les éclairages de Léon Brokwame. À mi-parcours de sa mise en œuvre, le cadre de coopération 2021-2025 entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies chiffre à 345 millions de dollars, soit environ 225 milliards de francs CFA, les investissements du bailleur de fonds dans 300 projets de développement. Des centaines de petits producteurs ont été accompagnés, de nombreuses organisations rurales ont été formées, des milliers de jeunes et de femmes ont été assistés, des centaines d'entreprises conseillées, des centaines d'hectares de forêts protégées et de nombreuses politiques nationales ont été révisées ou adoptées. Sur la période 2023-2024, les Nations Unies et la Côte d'Ivoire gardent conformément au programme social du gouvernement les 8 domaines d'intervention du cadre de coopération: réconciliation, sécurité, paix, agriculture, environnement, santé, éducation et alphabétisation fonctionnelle, accès à l'eau potable. Priorité est faite à la promotion de la jeunesse et à la protection sociale. 12 programmes de 250 millions de dollars à développer au nord ivoirien notamment. Il y avait un gap d'environ 70 millions de dollars pour lequel nous espérons mobiliser des ressources, soit auprès de fonds verticaux, mais aussi à travers les partenaires habituels. Le programme de sécurisation ou de gestion de la fragilité du Nord-Est est réalisé essentiellement par le gouvernement. L'appui du système des Nations Unies, c'est celui que nous avons observé sur ces centres d'intérêt avec des acteurs très actifs comme l'UNICEF qui s'assure que malgré la crise, l'école n'est pas interrompue.
Ce comité directeur conjoint, la 3e réunion d'évaluation du cadre de coopération 2021-2025 entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du développement durable. On va à présent mettre le cap sur les États-Unis d'Amérique où s'est tenue récemment la 56e session de la Commission Population et Développement. Une délégation de l'Office national de la population a pris part à cette édition 2023 dont les travaux ont porté essentiellement sur les questions de coopération sud-sud et nord-sud. De retour des États-Unis, le reportage d'Abou Sanogo. Une délégation de l'Office national de la population à la 56e session de la Commission Population et Développement à New York aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit d'un partage de réussites et d'engagement avec les pays du monde autour du thème population, éducation et développement durable. Cette rencontre vise donc à renforcer la coopération et le partenariat sud-sud et nord-sud autour des questions de population et développement afin de mobiliser les ressources techniques, humaines et financières pour relever les défis de la conférence Population et Développement. Iné Moustapha, directeur général de l'Office national de la population, s'est également appesanti sur la nécessité de lancer un appel à la mobilisation des ressources auprès des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour une meilleure coordination du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement. Le directeur général du Fonds des Nations Unies pour la population a pour sa part rappelé que son institution accorde un rôle important au bureau de population et souhaite leur forte implication dans le cadre d'un réseau de coordination dynamique et de coopération sud-sud. L'Office national de la population a élaboré une série de productions scientifiques, notamment les rapports sur l'état et le devenir de la population, le profil migratoire 2016 et le profil de dividendes démographiques de la Côte d'Ivoire. On rentre en Côte d'Ivoire justement et dans ce pays, vous le savez peut-être, on se prépare aux prochaines élections locales. Les régionales et les municipales sont prévues pour le mois de septembre, c'est dans quelques 3 mois et la commission en charge des élections s'emploie à réussir sa mission. Le calendrier d'exécution se poursuit. Après la remise du fichier électoral aux ONG et partis politiques, la CEI a ouvert le chapitre du contentieux et des réclamations hier jeudi. Une étape qui va durer 10 jours exactement. Que va-t-il se passer et quels sont les enjeux autour des réclamations, contestations et autres litiges? C'est un sujet que nous proposent Sidonie Davila et Joël Gomez. C'est le lieu ici de paraphraser M. Jean de La Fontaine dans la fable « Le laboureur et ses enfants » pour dire que maintenant que vous avez la liste électorale entre vos mains habiles, de ça, de là, creusez, fouillez et bêchez, traquez l'irrégularité et d'éventuelles fraudes. Ne laissez nulle place où le filtre de la rigueur ne passe et repasse pour bouter hors de notre liste électorale tout ce qui peut affecter sa crédibilité. Des irrégularités pouvant affecter la crédibilité de la liste électorale, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire dit en avoir décelé. Le PPACI les a évoqués lors d'une conférence de presse. Nous avons ainsi sur notre liste électorale des électeurs qui ont entre 3 ans et 170 ans. Nous avons pu constater la présence sur la liste électorale de notre illustre Bernard Dadier, décédé il y a pourtant 4 ans. La phase des réclamations et du contentieux démarre ce 1er juin pour s'achever le 10 juin prochain. Pour la CEI, elle est l'occasion de prendre en compte toutes les observations et autres requêtes qui pourraient être faites sur la liste électorale provisoire. Nous affichons la liste, ou bien vous avez consulté la liste en ligne par SMS, vous vous rendez compte que vous n'y êtes pas, ou bien qu'il y a des erreurs, vous venez faire une réclamation. 3 types de réclamations. Réclamation en inscription, et là je voudrais préciser que pour cette réclamation, c'est pour les personnes dûment enrôlées qui sont venues se faire recenser et qui ne se retrouvent pas sur la liste, avec leur récépissé d'inscription. Autre objet de réclamation, c'est vous vous rendez compte sur la liste, après l'avoir consulté, il y a une personne qui figure, qui n'a pas le droit, selon vous, d'y figurer. Soit parce qu'elle est déchue de ses droits civiques et politiques, soit parce qu'elle est radiée. Vous venez faire une réclamation en radiation. Troisièmement, vous venez, vous rendez compte que votre nom y est, mais il y a des erreurs.
vous venez faire une réclamation pour corriger. Le contentieux est encadré par plusieurs articles, dont le code électoral et le décret d'application. Ce que nous faisons, nous le faisons en application des textes. Et vous verrez que l'article 11 du décret du 9 novembre 2022 décrit parfaitement les différentes étapes avant la production de la liste électorale provisoire. Nous avons le code électoral, mais nous avons aussi le décret d'application, principalement qui fixe les modalités de cette révision de la liste électorale. Une fois que la réclamation est portée donc, de façon administrative devant la commission électorale et que la commission électorale donne son avis sur la question, cet avis ne s'impose pas à l'électeur qui est libre de l'accepter ou de considérer qu'il n'est pas d'accord et qu'il exerce le recours contre cette décision. C'est ce recours-là qui va faire devant les tribunaux que moi je nomme le recours contentieux proprement dit. Le contentieux, cette autre étape aussi importante de la révision de la liste électorale, intervient après l'affichage de la liste électorale provisoire dans les 10 852 lieux de vote que compte le pays. Depuis le dimanche 29 mai dernier, début officiel de l'affichage, chaque électeur est appelé à se rendre sur son lieu de vote pour y vérifier ses données biographiques et alphanumériques. Voici mon nom, Amien Lydie Solange, épouse Assamoah. Très heureuse d'avoir trouvé mon nom sur la liste. Ça va me permettre de voter. Les listes publiées le resteront jusqu'à l'arrêt de la liste électorale définitive. En plus de l'affichage, la CEI a prévu d'autres moyens de vérification des informations personnelles, notamment par voie de SMS étoile 919 dièse ou par le moyen du site web www.cei.ci. Le 20 mai dernier, la CEI remettait sur support numérique aux partis politiques la liste électorale provisoire. Au cours de cette rencontre, les différentes parties prenantes au processus électoral ont exprimé leurs attentes. Nous attendons de la CEI que ces réclamations soient traitées de façon impartiale, qu'il n'y ait pas d'arbitraire. Et nous faisons confiance à la CEI. On attend surtout que véritablement tous les points qui ont été énumérés pour recevoir les observations des citoyens puissent être effectivement fonctionnels pour qu'on n'assiste pas après à des plaintes. Que cette phase-là se déroule très bien pour que les élections à venir se passent dans un esprit paisible. Avec les différents acteurs au processus électoral, le président de la CEI s'est voulu rassurant. L'objectif légitime de tous nos efforts communs et individuels est de produire une liste propre et crédible. Le but final de cette détermination de nous tous est de contribuer à créer un processus électoral transparent et fiable. Les chiffres publiés par la CEI font état de 517 personnes déchues de leurs droits civiques et politiques retirées de la liste électorale de 2020 et 53 258 pour cause de décès présumés, également exclus de la liste. À ce jour, ce sont 8 16 796 électeurs qui sont inscrits sur la liste électorale provisoire. Un chiffre qui pourrait évoluer après la phase du contentieux. Le contentieux, quelle importance pour les électeurs? Un document signé Sidonie Davila, Joël Gomez et Arnaud Kofi. Et pendant ce temps, la mutuelle de développement solidaire de Brindocro faisait son bilan après une année d'exercice. Un bilan très positif, à en croire les membres du bureau qui ont évoqué plusieurs sujets plusieurs projets réalisés en faveur de la jeunesse dans le domaine de la santé et aussi dans le domaine de l'éducation. On en sait plus avec Sephora Zegui du service Société de la rédaction de RTI. Les membres de la mutuelle de développement solidaire du village de Brindocro, situé dans le département d'Agny-Bilécro, en conclave à Abidjan. Depuis sa création, Brindocro est en léthargie. Une situation qui suscite la mise en place d'une mutuelle de développement. Les nouveaux dirigeants ambitieux initient des actions en faveur de la jeunesse et dans les domaines de la santé et de l'éducation. Après une année d'exercice, le bilan est jugé satisfaisant. La mutuelle a pu fédérer
la jeunesse vivant en milieu urbain et celle vivant en milieu rural. Il est en train de mettre en place certaines stratégies pour que chacun puisse avoir au moins un toit au village. Brindoukro étant une zone cacaoyère, le président de la mutuelle plaide pour avoir le bitume. J'ai demandé que l'axe Manzanois à Imble-Cro en passant par Brindoukro soit bitumé. Pourquoi? Nous avons la lauréate Café Cacao et 2016 qui est de Brindoukro. Quoi de plus normal? Nous sommes à la frontière du Ghana. Il faut éviter que les planteurs aillent vendre leurs produits au Ghana. En développant, en bitumant cet axe-là, nos parents enverront les cafés cacao directement à Abidjan. Brindoukro compte 100 campements qui sont toujours en attente d'un centre de santé. Les écoles primaires publiques demandent quant à elles l'installation de cantines scolaires et la construction d'écoles maternelles. La piscine d'État de Bingerville est de nouveau fonctionnelle. Le ministre des Sports vient de procéder à sa réouverture. Les travaux ont été lancés il y a 2 ans exactement, mais c'est désormais possible à tous les amateurs de natation de prendre le chemin de Bingerville, que vous soyez apprenant ou expérimenté. Le reportage d'Arsène Kouassi du service autonome des sports. Après 21 mois de travaux de rénovation, la piscine Dominique Ouattara de Bingerville est désormais opérationnelle. Elle a été livrée par le ministre des Sports Paulin-Claude Danho, qui a à ses côtés son collègue de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré. Les travaux ont permis d'améliorer les capacités de ce bassin nautique dont les caractéristiques sont de 25 mètres de longueur, 12,5 mètres de largeur, 5 couloirs avec un volume de 617 mètres cubes d'eau. Il était indispensable de réhabiliter cette piscine olympique pour qu'elle soit à hauteur de l'image de la Première Dame. Et je veux remercier le ministère des Sports pour cet hommage encore rendu à la Première Dame pour toute sa grande contribution à l'avancement de notre pays. Cette piscine qui ouvre ses portes au grand public aujourd'hui est une opportunité pour nous de rappeler que le sport doit devenir aussi une rampe de lancement pour les jeunes. 5000 jeunes de Côte d'Ivoire vont être retenus, formés, encadrés et mis au travail par les métiers du sport. Les travaux de rénovation ont porté également sur le bassin, la plage, les bureaux de la délégation, des vestiaires, l'éclairage général et des sièges d'une capacité de 136 places posées dans les gradins. L'autre temps fort de cette cérémonie d'inauguration est la séance de démonstration de sauvetage en cas de noyade. La réouverture de la piscine Dominique Ouattara de Bingerville s'inscrit dans le cadre du programme Aisance nautique lancé par le gouvernement. Un reportage d'Arsène Kouassi et Kenebois Jacob qui ont tous deux pris plaisir à savourer l'eau de cette belle piscine olympique. On va refermer ce trésor à Beaunois dans le sud de Como. Et sur place, plusieurs milliers de fidèles chrétiens de l'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire se sont retrouvés pour prier. Ils ont demandé au Seigneur de bénir davantage la Côte d'Ivoire et d'y faire régner la paix et la cohésion. Les précisions d'Éric Goré. Une procession en faveur de la paix dans la ville de Beaunois. 12 000 chrétiens sont mobilisés. Ils marchent sur 3 km, suivis de prières organisées par l'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Ces fidèles chrétiens contribuent à travers ces prières à préserver un climat de paix en Côte d'Ivoire à quelques mois des élections locales. Bientôt, c'est les élections municipales et régionales. Et nous sommes dans une nation que nous devons accompagner par les moyens que nous avons. Et la meilleure arme que nous avons, c'est l'arme de la prière. Toute autorité est établie de Dieu selon ses religieux. C'est pourquoi ces prières sont importantes pour permettre à ces autorités de gérer les affaires de l'État avec tact. Transformer la nation, aider la nation à aller de l'avant, aider le président au travers de leurs prières. Alors se mettre à genoux, prier pour la paix de la nation, la joie de la nation, la tranquillité de la nation, enseigner la jeunesse qui n'a pas encore connu Jésus-Christ et les amener à venir à Jésus. L'église Pentecôte internationale s'est installée en Côte d'Ivoire le 18 novembre 1965. Elle a pour président actuel l'apôtre Miezou Kakou Ernest.
Fin donc de l'actualité nationale. L'essentiel à l'international nous conduit au Sénégal, où l'opposant Ousmane Sonko a été condamné hier jeudi à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Des heurts ont éclaté dans plusieurs villes après l'annonce de la condamnation. Le bilan est de 9 morts, selon le ministre de l'Intérieur. Le parti d'Ousmane Sonko, le PASTEF, avait appelé les Sénégalais à descendre dans la rue et à désobéir. De violents affrontements avec les forces de sécurité ont éclaté dans la capitale, mais aussi dans d'autres villes du pays, comme à Ziguinchor ou à Saint-Louis. Avec cette peine, la course vers la présidentielle semble s'arrêter pour Ousmane Sonko, qui perd son éligibilité. Il peut désormais être arrêté à tout moment. Ce journal, lui, s'arrête maintenant. Merci d'avoir été avec nous et à demain 13h.